Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire concernant la levée de fonds sur Paragon Mobility. Donc on va regarder un petit peu qui se connecte. Vous avez été nombreux à vous inscrire, donc on va attendre peut-être 2 ou 3 minutes le temps qu'un maximum de participants se connectent. Et puis je vous présenterai après, dans un second temps, le concept de ce webinaire, les intervenants, et puis on pourra enchaîner sur les échanges concernant cette collecte. Et bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. N'hésitez pas, pour ceux qui sont d'ores et déjà connectés, à vérifier que vous avez bien accès au chat pour pouvoir nous poser vos questions, et notamment nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. La particularité de ce webinaire est que vous nous voyez, vous nous entendez, mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Et donc, on va communiquer avec vous via le chat par lequel vous pourrez poser des questions. Donc n'hésitez pas. Merci Gilles pour votre confirmation sur la qualité du son et de l'image. Le temps que ça se connecte, on va encore attendre une petite minute. Merci en tout cas à ceux qui sont connectés d'être présents. Et puis, je me permettrai à plusieurs reprises pendant le webinaire de vous envoyer un petit sondage dans le chat pour vous demander justement quelles sont vos préférences en matière d'horaire sur ce type de webinaire, puisque justement on inaugure un nouveau créneau horaire pour que vous soyez un maximum à pouvoir nous écouter. D'habitude, on le fait plutôt en soirée. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une idée aussi de vos préférences en matière de créneau horaire pour ce type d'événement. Il y a une petite vingtaine de personnes de connectées. Écoutez, on va commencer tranquillement et puis voilà, les autres inscrits vont éventuellement nous rejoindre. Donc encore une fois, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le projet de Paragon Mobility. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, donc on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous nous voyez, vous nous entendez. Donc vous avez accès à un chat justement pour poser toutes vos questions. L'idée de ce webinaire, c'est que voilà, on va avoir des échanges qui soient le plus dynamiques possible, tous ensemble, pour vous apporter un maximum d'éléments. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de nos échanges pour que justement ça vienne alimenter le débat. Il y aura évidemment en fin de séance une séance questions-réponses pour les questions qui n'auraient pas été traitées pendant le webinaire ou qui seraient apparues après. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Du coup, je vais donc procéder aux présentations. Nous sommes aujourd'hui avec Jean Lemaire, fondateur et président de Paragon Mobility, ainsi que Maxime Descornu, responsable financement chez Paragon Mobility. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Moi je suis donc Nawela Chibé, chargée des relations investisseurs chez Enerfip. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Je fais partie de l'équipe que vous avez quotidiennement par mail ou par téléphone
pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient techniques ou bien vraiment pointues sur des collectes comme celle dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis, nous avons avec nous Diego Marti de chez Enerfip également, qui est analyste financier et qui a longuement travaillé sur justement le projet dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Diego. Bonjour à tous, merci Nawel pour l'introduction. Donc, au niveau du sommaire pour la présentation d'aujourd'hui, l'idée c'est que l'on vous présente justement pourquoi est-ce que Enerfip a souhaité justement travailler avec Paragon Mobility pour cette levée de fonds, hein, qui est, comme certains d'entre vous le savent peut-être, une deuxième tranche suite à une première levée de fonds qu'on a réalisée il y a quelques semaines. Ensuite, on va avoir donc une présentation de Paragon Mobility par notamment par Jean Lemaire, son fondateur. On reviendra sur la structure juridique et financière de cette levée de fonds, puis les caractéristiques de cette collecte. Et puis on s'attardera aussi sur voilà les risques liés à cet investissement et les modalités de contrôle que l'on y a apporté pour voilà venir réduire au maximum l'exposition au risque de vos investissements. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore investi chez nous et qui souhaiteraient le faire, on reviendra rapidement sur le parcours d'inscription et de souscription pour investir sur le projet Paragon Mobility. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on aura en fin de webinaire une séance de questions-réponses. Voilà, le timing qu'on s'est fixé, c'est jusqu'à 14 heures. Donc voilà, on devrait rentrer dans ce timing. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, je vais laisser Diego justement nous présenter les raisons pour lesquelles Enerfip a souhaité justement mettre en ligne cette levée de fonds pour nos investisseurs. Merci beaucoup Nawel. Donc effectivement, nous proposons chez Enerfip ce type de webinaire donc pour informer nos investisseurs sur des collectes qui sont un peu particulières, un peu différentes de ce qu'on propose d'habitude, pour leur permettre d'appréhender au mieux l'investissement, comprendre dans quel type de société ils investissent, quels sont les actifs qui sont financés. Donc voilà, c'est un moment d'échange avec vous pour vous présenter la vision donc, de Jean et Maxime de leur société et pour répondre à vos questions, vos interrogations, si vous en avez. Donc d'abord, comme mentionné par Nawel, nous proposons des investissements qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce que nous faisons d'habitude. Donc sur Enerfip, nous proposons des projets qui touchent à la transition énergétique. Donc ce ne sont pas que des projets de production d'énergie verte, donc à savoir des projets éoliens, solaires. Donc ça peut être également des projets qui touchent à la mobilité douce, comme ici par exemple le déploiement de bornes de recharge innovantes ou d'autres types d'investissements, donc l'efficacité énergétique, la méthanisation. Donc voilà, c'est pour ça que nous souhaitons vous expliquer au mieux ce type de collecte et les questions qui sont derrière ce type de collecte. Donc, en l'occurrence, ici, Paragon Mobility, c'est une société, Jean expliquera mieux que moi, mais qui donc innove sur le marché des bornes de recharge électrique et qui propose donc des bornes qui sont plus flexibles et innovantes que les bornes classiques. Et pour les investisseurs, ça permet donc d'investir dans des projets qui sont innovants, donc, et également de diversifier leur portefeuille, donc d'avoir des investissements non pas uniquement dans des actifs de production d'énergie, mais également dans d'autres secteurs de la transition énergétique. Donc, sur la prochaine partie, nous allons vous présenter l'histoire et la raison d'être de Paragon Mobility. Donc, je vais directement vous laisser la main, Jean, pour que vous expliquiez
quand a commencé l'aventure Paragon Mobility et quelle est votre vision de son activité? Très bien, merci Diego, merci Nawel. Donc Paragon Mobility, c'est une aventure qui a démarré en 2018. La société a été créée en 2019, donc elle a fêté ses 5 ans d'existence. Voilà, pour une start-up, c'est des jalons quand même importants. Et en fait, on est parti, donc on était une équipe de fondateurs à l'origine du projet, de la réflexion, qui venait du monde que beaucoup d'investisseurs de chez Enerfip certainement connaissent, qui est celui des infrastructures de transition énergétique, en particulier de production d'énergie renouvelable. Et puis, on avait envie d'apporter une partie de l'expertise qui avait été et de l'expérience acquise sur ces technologies-là dans un autre domaine plus lié aux usages nouveaux des énergies renouvelables et de l'électricité en particulier. Et puis, donc voilà, ça, c'était une ambition. Et puis, assez vite, on a commencé à discuter, rencontrer des clients potentiels autour des questions d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et puis, sont apparus un certain nombre, selon nous, de limitations dans les approches qui étaient proposées et qui sont toujours les approches traditionnelles qui sont proposées aujourd'hui pour le déploiement de bornes de recharge. Et parmi lesquelles, donc 3 d'entre elles ont beaucoup motivé la raison d'être de Paragon et ce qu'on fait. Le premier, c'est un peu un goulet d'étranglement quand on a la volonté de déployer à grande échelle et puis avec une efficacité, aussi bien sur les coûts que sur les délais, et puis de réussir quelque part la transition énergétique. Un premier goulet d'étranglement en termes d'exécution au niveau des travaux dans les approches classiques. Donc, on s'est rendu compte que dans le bilan économique d'une station de recharge classique, les travaux pesaient pour une fraction assez importante. Et en plus, souvent, en termes de délai de travaux, c'était souvent eux qui pénalisaient les projets. Donc, notre première idée, ça a été de dire, tiens, si on arrivait à mettre un maximum de choses dans une boîte, en quelque sorte, qui serait initialisée en usine, on apporterait beaucoup d'efficacité au système, puisqu'on arriverait sur site sans quasiment plus de travaux à faire. Et l'essentiel des travaux un peu complexes aurait été fait en usine. Et puis, c'est un deuxième intérêt, c'est que sur l'efficacité des coûts, le fait d'incorporer en usine des choses, à l'échelle en tout cas, on peut apporter une amélioration de la structure des coûts et de l'économie. Donc ça, c'était une première source de motivation, c'était vraiment travailler sur l'exécution. La deuxième, qui était importante et qu'on connaissait bien, c'était la difficulté pour des installations de recharge d'une certaine puissance. Alors c'est vrai que quand il s'agit d'installer 1 ou 2 bornes de recharge lentes, c'est pas forcément un sujet. C'est d'ailleurs une remarque que beaucoup de clients nous faisaient à l'époque, puisque le marché étant très peu mature, la plupart se contentaient de vivre avec quelques bornes de recharge qui ne posaient pas de problème. Mais par contre, quand vous passez à l'échelle, que vous commencez à électrifier des flottes importantes, qu'il vous faut des flottes de 10-15 chargeurs par site, ou que vous avez besoin de chargeurs rapides, très très vite, vous vous trouvez dans des niveaux de puissance agrégés qui font que du point de vue du raccordement au réseau électrique, vous êtes dans des zones entre guillemets à problème. Les réseaux électriques, ils fonctionnent par seuil en termes d'accès au réseau électrique, en termes de coûts et de délais. C'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs. En France, on a un seuil qui est bien connu, autour de 250 kW. Donc, quand vous demandez moins de 250 kW de raccordement, eh bien, typiquement, vous allez pouvoir raccorder un projet, créer un raccordement en 3 à 6 mois, et puis ça va coûter quelques dizaines de milliers d'euros maximum. Et dès que vous passez au-dessus de 250 kW, donc par exemple dès 252 kW, vous vous retrouvez dans une zone complètement différente où il va vous falloir 18 à 24 mois de raccordement et des coûts de raccordement qui explosent, qui passent à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. C'est ce qui explique que donc, dès l'instant où vous voulez avoir accès à des bornes de recharge rapides, vous généralement dépassez ces seuils et vous vous retrouvez avec des projets qui mettent assez longtemps à être raccordés et sont très coûteux à être raccordés. C'est ce qu'on a vu notamment sur le programme de déploiement de bornes de recharge très rapides sur les autoroutes françaises, même si c'est un grand succès. Eh bien, c'est ce qui explique les délais de 2 à 3 ans qui ont été nécessaires pour amener ces projets. Et donc, le deuxième attribut de ce qu'on propose, de nos stations, c'est d'essayer de réduire cette empreinte sur le réseau électrique pour passer en dessous des seuils qui sont intéressants que je viens de vous décrire. Et ça, on peut arriver à le faire par l'ajout d'une intelligence logicielle et matérielle dans cette même boîte.
On va pouvoir venir réguler les bornes de recharge dynamiquement en puissance et surtout, on va y adjoindre un stockage d'énergie qui va être utilisé un peu comme un amplificateur. Donc, on va chercher à se raccorder dans des puissances plus faibles, mais néanmoins offrir des niveaux de puissance très importants au niveau des chargeurs. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, typiquement, on se raccorde entre 60 et 100 kW. Donc, on reste en dessous des seuils intéressants, mais on offre des niveaux de recharge qui peuvent être de l'ordre de 300 kW ou plus. Et donc, toute l'intelligence du système repose sur le fait que les véhicules ne sont pas chargés en permanence et que donc, on a des fenêtres d'opportunité où on peut venir utiliser le réseau pour recharger le stockage d'énergie et les batteries qui sont dans les pods pour ensuite délivrer la puissance au véhicule. Et ça, on le fait très bien avec tout type d'utilisation. On est chez Paragon Mobility, je crois qu'un des seuls opérateurs qui a chargé aujourd'hui des avions électriques, des motos électriques, on charge des bus électriques, on a chargé bien sûr tout type de voitures particulières. On est très présent sur des usages particuliers, donc on l'a dit, transport lourd, circuit automobile. Et donc ça donne aussi un crédit et des références très intéressantes au concept technologique qu'on a développé. Et puis le dernier attribut, ça a été de dire il faut faciliter, il faut abaisser la barrière à l'entrée, notamment pour les clients professionnels que l'on vise, donc tous les clients industriels ou autres qui ont des flottes de véhicules à convertir, et leur fournir un service vraiment clé en main de très haut niveau, ce qu'on appelle le charge as a service, un peu comme ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'IT. C'est souvent un parallèle que je fais. Au début des serveurs informatiques, beaucoup d'entreprises envisageaient d'opérer et d'investir elles-mêmes dans leurs propres serveurs, et puis tous ces services sont passés sur le cloud et ont été délégués en quelque sorte à des tiers qui apportent cette efficacité. Eh bien, c'est un peu ce que Paragon Mobility fait et propose dans la recharge. Et de ce point de vue-là, on est un acteur tout à fait unique en France et en Europe. Et ça, c'est le retour reconnu aussi de nos clients et des acteurs avec lesquels on discute. Donc, doublé du fait que nos clients n'achètent pas nos installations, qui peuvent très vite valoir assez cher. Dès qu'on est dans la supercharge, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais y ont accès via un abonnement qui comprend la technologie, le hardware, le software, et puis tous les services dans le cycle de vie, y compris la maintenance. Voilà. Et donc, ce constat, bien sûr, il vient, notre raison d'être, elle vient d'essayer d'apporter une solution qui peut se déployer à l'échelle et qui est de très grande qualité pour satisfaire notamment les usages professionnels et les usages à fort impact du véhicule électrique, donc tout ce qui est poids lourd, usage industriel, etc., qui sont les usages qui vont apporter des réductions de CO2 et d'émissions importantes si on arrive à les électrifier. Voilà pour une présentation assez complète. Je passe sur cette slide assez rapidement. Le constat principal, c'est que la croissance du parc de véhicules électriques va nécessiter l'ajout d'un très grand nombre de bornes de recharge. La vraie question est finalement quel est le modèle économique sous-jacent qui permettra à la fois aux utilisateurs, aux clients, d'avoir un coût de possession qui soit comparable ou même meilleur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à nos clients. C'est un coût à une certaine échelle meilleur que finalement le coût qui est payé quand on met du diesel, du gasoil ou de l'essence dans ces voitures. Donc, ménager ce passage à l'électrique, mais surtout arriver à avoir un concept qui puisse être étendu à grande échelle, scalable en quelque sorte. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre filière et notre marché. Et dans les approches classiques, on a des approches qui, selon nous, ne résolvent pas bien cet enjeu de la scalabilité à l'échelle. Et voilà, on rejoint la raison d'être de Paragon Mobility. Alors, Paragon Mobility, donc, comme j'ai expliqué, c'est une société créée en 2019 qui aujourd'hui compte une douzaine de collaborateurs, qui a attiré des investisseurs pour se financer jusqu'à présent, qui génère du chiffre d'affaires depuis le début. Et on est à un stade de développement maintenant où on est au scale-up, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait déployé à petite échelle 5-6 pods, on les déployait de façon unitaire, on prouvait le concept, on prouvait que la technologie fonctionnait, que commercialement, les clients étaient prêts à payer pour nos services, qu'on a fait de façon éminente depuis maintenant 3 ans. Et puis là, depuis 1 an, on est en train de changer d'échelle puisque les clients, grandes sociétés, viennent nous voir avec des commandes beaucoup plus importantes. Donc, en fin d'année, on aura déployé un peu plus d'une quinzaine de stations. Donc, on a une grosse année en 2024. Et c'est dans ce cadre-là que s'est fait le travail avec Enerfip. C'est la recherche d'un modèle de financement aussi pour nos stations de recharge. On vise à en déployer de l'ordre de 4 à 500 en France à l'horizon de 5-7 ans.
il y a un marché qui est très profond et très demandeur pour le type de solution qu'on apporte, qui encore une fois n'apporte pas juste un aspect, une réponse technique à un recharge, mais aussi une efficacité économique à nos clients dans leur transition vers le véhicule électrique. Et ça, c'est très, très important à souligner. Et c'est quelque chose auquel on paie beaucoup d'attention. Tout ce côté de cet aspect d'optimisation que j'ai décrit, qu'incorpore le concept même du pod et la façon dont on déploie, sont des optimisations aussi sur le plan économique dont nos clients bénéficient in fine. Justement, Jean, pardon, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Justement, on avait François qui nous demandait, mais je pense que vous y avez répondu, il était intéressé justement pour savoir réellement combien de pods avaient déjà été installés avant les 5 justement installés pour Vestas. Eh bien, donc on était à un nouveau programme qui est visé par la levée de fonds, on était à 6 pods déployés, dont certains tournaient déjà depuis plus de 3 ans et demi, tous de façon commerciale. Donc, ont été largement éprouvés en termes de fiabilité, de technologie, de satisfaction client. D'ailleurs, ça nous guide dans la nouvelle génération de pods qui est prévue pour arriver à partir de l'année prochaine. Et puis, voilà, depuis, donc on a travaillé sur un scaling, notamment avec Vestas, mais aussi avec d'autres clients. Voilà, aujourd'hui. Donc, effectivement, une des fiertés de Paragon, c'est le réseau de relations et de partenaires industriels de premier rang qu'on a pu convaincre, tant au niveau des fournisseurs, quand vous êtes une entreprise industrielle comme la nôtre, eh bien, c'est déjà une victoire d'arriver à convaincre des fournisseurs de haute volée. C'est le cas pour nous aujourd'hui. On a des fournisseurs comme Eaton, qui est le Schneider Electric américain. On a des grands fournisseurs comme le groupe Bosch, qui nous font confiance, qui s'appuient sur nous aussi pour développer des nouveaux segments de marché qui, eux, ne sont pas capables de développer par eux-mêmes. Voilà, ça, c'est côté fournisseur. Côté client également, puisqu'on a des très grands groupes qui nous font confiance. Donc, Vestas, qui est le leader mondial des éoliennes, qui est une société du Fortune 500. On a rechargé des véhicules électriques pour tout type de constructeurs automobiles. On a travaillé pour Volkswagen. On a rechargé voilà, des véhicules absolument de toutes marques. On a déployé pour des collectivités, pour la métropole Nice-Côte d'Azur, dans une station de ski, puisque ce sont des stations qui peuvent aussi se déployer pour des usages saisonniers. C'est d'ailleurs un vecteur d'avenir très important pour Paragon, avec beaucoup de discussions avec des opérateurs de parcs de recharge très importants aujourd'hui qui aimeraient compléter leurs installations avec nos solutions. Voilà, on a obtenu un certain nombre de labels, j'en citerai un seul. Le plus récent, c'est celui de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, qui reconnaît, qui labellise des éco-technologies en quelque sorte à l'échelle mondiale. L'année dernière, on a fait partie de la liste du 700 du ministère allemand de la transition énergétique et du Conseil mondial de l'énergie. Voilà, avec donc une crédibilité dans des solutions qu'on propose, notre approche du marché aussi, qui est pour nous vraiment un gage de satisfaction importante. Voilà, les objectifs, donc j'en ai parlé, on a déjà beaucoup de traction commerciale. Aujourd'hui, en fait, on a du mal même à satisfaire la demande, à aligner toutes les ressources, donc en termes de financement, d'équipe notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé notamment avec Enerfic pour proposer un modèle de financement qui puisse nous permettre de continuer notre développement, poursuivre notre développement et qui soit scalable, avec un déploiement qui commence aussi maintenant en Europe, avec des premiers déploiements dans les pays voisins dès la fin de cette année normalement, et puis peut-être même voilà, ailleurs dans le monde également pour l'année qui vient. Et concernant les solutions justement de recharge, on avait une question de Adriane qui nous demande si vos projets de station ne concernent que l'électrique ou si certaines stations auront une offre multi-énergie électrique et ou hydrogène et ou GNV. Tout à fait. Alors, très bonne question. Donc, il faut savoir qu'on a démarré donc, le concept effectivement sur cette idée d'une station multi-énergie. On s'est assez vite aperçu que les besoins étant ce qu'ils sont dans la filière électrique, bon, et en étant une start-up avec des ressources limitées, on a fait un choix de se concentrer sur l'électrique essentiellement. Néanmoins, on a des développements sur l'hydrogène depuis le début. On a déjà aidé des clients dans leur réflexion et du dimensionnement de stations d'hydrogène. Donc, c'est à la base un concept qui vise à être multi-énergie. Je dirais que dans la roadmap produit, ce qui est le plus probable, c'est qu'on va intégrer l'hydrogène d'abord comme stockage d'énergie. Et ça, c'est prévu. Je ne peux pas
divulguer trop d'informations, mais dès la fin de cette année, on va tester en fait un stockage d'énergie pour alimenter nos pods, pour être en autonomie, pour répondre à certains besoins clients. Puis, si dès l'instant on voit des demandes clients qui ont une économie, hein, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, on ne travaille pas sur de l'expérimental chez Paragon Mobility, on travaille sur un modèle industriel, donc on veut que les solutions qu'on propose aux clients, elles soient économiques, elles aient une réalité économique. Jusqu'à présent, les projets dans l'hydrogène qu'on a rencontrés, c'était beaucoup de projets qui se faisaient dans le cadre d'expérimentation ou de subventions. Et je dirais qu'on s'écartait un peu de notre raison d'être. Mais dès l'instant où on aura des demandes et des projets économiques pour l'hydrogène, on est capable de l'intégrer. On a déjà des designs qui permettent de l'intégrer. Le GNV, je pense que c'est plus lointain et c'est des usages de niche. On a regardé des projets aussi, mais je pense qu'on ne retournera pas sur le GNV a priori. Voilà. Donc, électrique, oui. Hydrogène en tant que vecteur stockage d'abord. Carburant, pourquoi pas, notamment en lien avec tout ce qu'on fait dans l'aviation électrique. Voilà. Je passe. Il y avait une autre question, Nawel ? On a Gérard à l'instant qui nous pose la question quels sont les profils de vos clients? Est-ce que ce sont des entreprises de transport? Et est-ce que Paragon Mobility envisage des implantations dans de grosses copropriétés? Alors, je vais répondre tout de suite à la deuxième partie de la question. Copropriété, c'est un marché qui n'est pas notre cœur de cible aujourd'hui, en tout cas, qu'on connaît, puisque le premier projet que j'ai développé, c'était en copropriété. Je vais donner une raison très simple. Les délais d'obtention des autorisations, les coûts d'acquisition client en copropriété, sont hors de proportion par rapport à notre organisation. Donc, on a choisi beaucoup plus de se consacrer sur des segments industriels, le transport, la logistique notamment, on y reviendra. En copropriété, néanmoins, on a toujours des demandes et on pense qu'il y aura un marché qui va se dégager pour nous parce que nos blocs, on travaille notamment sur des plus petites stations, sont capables de venir booster des installations existantes. Pour l'instant, le marché, je dirais, est en essor au niveau des copropriétés. Donc, il y a un déploiement des chargeurs, souvent des chargeurs longs qui se fait par des acteurs qui ont vraiment des modèles très aboutis là-dessus. Et donc, on a eu déjà des discussions et des projets pour éventuellement pouvoir venir proposer nos solutions en copropriété. Pour l'instant, ce n'est pas au cœur de notre stratégie pour les raisons que je mentionnais, mais on sait que c'est des marchés qui pourraient se débloquer. On est approché par un certain nombre de grandes foncières pour des besoins un peu plus spécifiques. Mais donc, sinon, effectivement, transport, logistique, ça fait partie des cœurs de cible qu'on adresse déjà. Tout un tas de discussions avec des gros acteurs ou des PME, des grosses PME vous avez beaucoup de PME en France, par exemple, qui opèrent des flottes de poids lourds très importantes et qui aiment bien nos solutions par rapport à la flexibilité et le côté clé en main qu'elles offrent. Voilà, donc je reprécise de rien. Je reprécise donc vite fait. Donc un pod, c'est d'abord et avant tout une station de recharge rapide. Donc sur le modèle qu'on verra sur les photos, vous voyez derrière moi, on charge 2 véhicules en supercharge, donc entre 15 et 20 minutes typiquement, et puis 2 à 4 véhicules en charge accélérée de l'ordre de 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est le plus petit modèle dans notre gamme. Et puis ensuite, on a une gamme où on peut étendre le nombre de ports de charge. Donc, on peut doubler le nombre de superchargeurs, tripler le nombre de superchargeurs. Je dirais, on s'adapte. L'idée de Paragon, la solution, c'est d'avoir une solution semi-custom qui s'adapte au cas d'utilisation de nos clients. Donc, on a une plateforme industrielle qu'on peut moduler. On peut lui ajouter plus ou moins de stockage. On peut très bien démarrer un projet sans stockage et puis ajouter ensuite des chargeurs et du stockage pour venir accompagner le client dans son besoin de flexibilité, de croissance autour de l'infrastructure de recharge et lui éviter, si on compare à des approches classiques, à avoir sans arrêt à réinvestir, refaire des travaux, réencourir des délais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a démontré déjà avec certains de nos clients. L'upgrade d'un pod peut se faire in situ dans certaines conditions, on l'a fait, ou on peut très bien changer la boîte et ça se fait avec une disruption de moins de 2 heures. Et puis, le client, on lui met juste à niveau son abonnement et il est parti avec de nouvelles capacités pour faire face à une flotte et des besoins de recharge plus importants. Voilà, donc ça illustre le deuxième point qui est la flexibilité très forte qu'on veut offrir techniquement, opérationnellement parlant et d'un point de vue du modèle économique pour nos clients. On est convaincu que le monde actuel et de demain, il a énormément besoin de flexibilité et nous, notre raison d'être, une de nos raisons d'être, c'est d'offrir cette flexibilité
et de rendre toute cette complexité un peu transparente pour le client. Stockage d'énergie d'embarqué, on en a parlé, ça permet de réduire l'empreinte sur le réseau électrique ou demain, dans certaines applications, de s'en passer totalement, notamment avec du stockage d'hydrogène. Donc on commence à travailler sur des applications commerciales de ce type de technique. À l'heure actuelle, en termes de fabrication, donc les pods sont conçus par notre équipe, donc entièrement en France, fabriqués aux 2/3 aujourd'hui en France dans une usine qui est en région lyonnaise. On a qualifié plusieurs sites. On ne source aujourd'hui que des équipements qui sont européens ou américains. Ça changera peut-être demain parce qu'il y a une grosse poussée asiatique. Ils sont très en avance, notamment dans tout ce qui est stockage d'énergie. Mais voilà, aujourd'hui, c'est essentiellement sourcé en Europe, assemblé, conçu en France. Et aussi, plus récemment, pour certains types de pods qui nécessitent une technicité particulière, on a commencé à fabriquer en Allemagne, dans la région de Stuttgart, avec l'un de nos partenaires. Donc, que des produits quand même haut de gamme, puisque nous, on veut offrir un service de très haute qualité à nos clients. C'est ce qui est reconnu aujourd'hui. Donc, des équipements fiables, robustes, avec de l'accès à des pièces détachées, etc., qui permettent d'envisager le temps long avec nos clients. Voilà, vous avez ici des aperçus en situation de nos différents pods. Vous voyez, on a chargé donc des motos, c'est la deuxième image en haut en partant de la gauche. On a chargé des avions électriques, donc c'est un vrai avion électrique, les gens posent souvent la question. C'était en 2021 lors d'un raid qui s'appelle Electropostal, où 3 avions électriques ralliaient le sud de la France depuis la Suisse, et compte tenu de leur autonomie relativement limitée de l'ordre de 100 km, s'arrêtaient dans différents aérodromes. Et donc nous, on était partenaires de l'événement pour montrer que des solutions commerciales existaient déjà pour l'essor de l'aviation électrique. Donc ce sont des avions écoles, les seuls certifiés aujourd'hui à voler commercialement en Europe. Et puis donc là, on est sur l'aérodrome de Montélimar. On a livré un de nos pods, donc la veille de l'arrivée des avions. Il n'y avait que 5 kW de réseau sur cet aérodrome et on devait fournir 25 fois ça aux avions le lendemain. Donc on est arrivé la veille, on a installé notre pod, on l'a chargé, on en a chargé les batteries avec la petite connexion au réseau qui existait. Et puis le lendemain, quand les avions sont arrivés, on a pu leur mettre à disposition la puissance. Donc ça nous permet d'illustrer le concept, notamment appliqué à l'aviation électrique. La dernière image en haut à droite, c'est la recharge chez Vestas. Avec là, on voit des véhicules ID.Buzz qui sont des utilitaires que Vestas utilise. En bas à gauche, c'est l'un de nos derniers déploiements. On charge des bus électriques avec une première en France. On n'a pas encore communiqué dessus. On n'a pas eu le temps. On est focus sur l'opérationnel chez Paragon, mais c'est une première en France. On charge des bus en hypercharge avec du stockage. Donc là, on délivre 300 kW à des autobus électriques dans le sud de la France à partir d'un réseau qui ne fournit que 60 kW. Voilà, donc qui illustre parfaitement l'intérêt et le concept. Il faut savoir que ce projet-là, on l'a gagné parce qu'il était bloqué depuis plus d'1 an, puisque le client n'arrivait pas à débloquer les aspects puissance disponible, raccordement au réseau. Et il est venu nous chercher par l'organisme qui finance les bus et on lui a débloqué son projet en 6 mois grâce à notre approche. Donc, pour conclure, voilà, Paragon, c'est bien plus qu'une technologie, c'est un modèle complet. C'est l'idée d'être vraiment orienté solution pour le client et des solutions très professionnelles qui rencontrent aujourd'hui un grand succès parce que si on veut que des grands acteurs se développent dans l'électrique, ils ont besoin de partenaires sérieux sur tous ces éléments-là. Et c'est exactement ce partenaire-là que nous, on entend. Voilà. Justement, Jean, au-delà du concept de pod à proprement parler, on a Adriane qui nous pose une question justement sur la méthode concernant le foncier, la construction et l'exploitation. Il souhaiterait savoir si Paragon Mobility cible plutôt des terrains qui appartiennent à des collectivités locales, que vous louez avec des baux amphithéotiques par exemple, ou si vous assumez la construction de la station, si vous déléguez ça à une autre entreprise. Voilà, comment est-ce que ça se passe au niveau de la partie foncier construction D'accord. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions. Il y a une question peut-être comment on gère la construction, puis une question plus sur le foncier. Alors sur le foncier, ça fait partie du modèle. L'idée, encore une fois, c'était d'abaisser les barrières à l'entrée. Et donc on est capable de venir aujourd'hui. On sécurise bien sûr des droits fonciers, mais on peut venir sur tout type de propriété foncière. Mais nos clients, notamment industriels, aiment beaucoup la souplesse qu'on leur apporte, puisque la brique étant enlevable très facilement et installable très facilement, on a beaucoup de nos clients qui sont en forte croissance
dans le domaine de l'industrie et de la logistique qui ne sont pas fixés sur un site donné. Et d'ailleurs, c'est une remarque que je fais, beaucoup de PME ou d'entreprises candidates à la transition vers le véhicule électrique ne sont souvent pas propriétaires des terrains à partir desquels elles exploitent. Et c'est un vrai sujet pour elles, du coup, de se poser la question d'investir dans des sommes très importantes dans les approches classiques de la recharge de véhicules électriques, dans des infrastructures qu'elles ne pourront peut-être pas pérenniser parce qu'elles ne sont pas certaines de pouvoir rester sur le foncier qu'elles occupent, voire, et c'est des cas qu'on a très souvent, les propriétaires ne souhaitent pas qu'elles y adjoignent des bandes de recharge dans une approche traditionnelle. Donc là, on marque beaucoup de points, puisqu'on vient rassurer notre client en disant si ce client il doit changer de site parce que son activité est en croissance, dans 3 ans, il faut qu'il change de site, l'infrastructure peut le suivre, en quelque sorte, de façon très, très souple. Et notamment, voilà, je pense à un très, très grand logisticien, le plus grand au monde. Je ne mentionnerai pas ici, mais je pense que tout le monde est capable d'imaginer de qui il s'agit, qu'il y a des dépôts logistiques un peu partout en France et en Europe, a une très grosse problématique et est très intéressé par nos solutions parce qu'ils ont une très grosse problématique à sécuriser des accès pour leur site d'exploitation sur le long terme. Et si on veut donc électrifier sa flotte, il faut qu'on puisse avoir une infrastructure qui soit très souple également. Donc ça, voilà, sur le foncier, globalement, on est capable de venir sur tout type de site, mais on marche très très fort dès l'instant où il y a des contraintes de pérennisation du foncier ou une volonté de souplesse ou de flexibilité du client, qui est souvent là chez énormément de clients, je le rappelle. Je pense aussi au cas d'un client, une PME qui est propriétaire, elle, de ses parkings, mais qui disait, je viens de refaire mes parkings et maintenant on me demande d'installer des bornes de recharge. Je n'ai pas envie de me repayer l'intégralité de mes parkings et donc était très intéressé par nos solutions de cette là. Donc il y a tout un tas de contraintes opérationnelles qu'on traite très très bien dans le modèle Paragon et qui, quand vous y réfléchissez au déploiement d'ampleur et à l'échelle d'infrastructures de recharge, sont extrêmement importantes à résoudre. Sur les aspects construction, c'est très très limité. Quand on a des travaux, on a en général des travaux électriques. Et donc, soit on les sous-traite, soit on les fait nous-mêmes. Donc, typiquement, voilà, c'est de la connexion de câbles électriques à des installations électriques, à des compteurs. Donc, c'est des choses que notre équipe peut gérer pour partie, mais on travaille aussi avec un réseau de sous-traitants. On est toujours responsable de ces aspects-là. La plupart des clients nous demandent vraiment du clé en main. Donc, on vient s'occuper de tous ces aspects-là. Voilà. Merci beaucoup, Jean, pour ces explications. Je pense que c'était clair à la fois sur le produit, sur la valeur ajoutée par rapport aux solutions classiques qui existent sur le marché, et puis pour le business model de Paragon, donc qui repose, comme tu as expliqué, surtout sur la flexibilité qui est offerte aux clients en termes de coûts, de délai d'installation, et puis de recharge par rapport à la puissance qui est sécurisée sur le réseau. Donc, à ce stade, avant qu'on rentre dans les modalités financières de la collecte, si vous avez des questions sur le produit ou sur le modèle de Paragon, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'on en a déjà une supplémentaire de la part de Franck. Tout à fait, qui nous demande justement si vous avez estimé l'augmentation de l'impact carbone d'un véhicule électrique qui se recharge sur une borne utilisant des batteries. Non, alors on n'a pas eu les moyens de faire une ACV totale détaillée qui nous permettrait de chiffrer ça. Effectivement, on peut voir, on peut se dire que les batteries apportent un impact, mais il faut voir aussi les travaux qu'on évite côté réseau. Donc le problème, c'est de quantifier ces éléments-là. Mais voilà, on n'a pas pu le faire, mais ça sera pas. Bien sûr, il y a potentiellement des choses à prendre en compte, mais ce ne sera pas matériel in fine. À la fin, on est sur des bilans carbone qui seront quand même assez favorables dès qu'on parle du véhicule électrique. Merci Jean. Très bien. Donc ensuite, on va s'attarder un peu plus sur la collecte qui est proposée sur Enerfip. Donc l'idée sur cette collecte est, comme vous pouvez le voir, les montants relativement précis à collecter pour cette première puis cette seconde tranche. L'idée donc c'était de dimensionner la collecte par rapport à un volume de revenus qui est déjà sécurisé par les pods qui sont financés. Donc ces pods vont être loués
à des clients dont Vestas, qui est une grande entreprise de l'éolien, un des leaders dans le monde de fabrication. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma présenté, la collecte donc serait réalisée pour apporter des fonds sur une société détenue par Paragon Mobility, qui est Paragon Energy Pods France 1, et qui est donc une asset co, donc une société qui est vouée à détenir les actifs financiers et qui a contractualisé donc l'abonnement avec Vestas. Justement, sujet, Oui, excuse-moi Diego, c'est pour permettre d'alimenter aussi les échanges. On a François qui nous pose la question justement sur cette société Paragon Energy Pods France 1. Il demande si elle détiendra uniquement les 5 pods Vestas ou bien est-ce que ça va être une SPV ouverte à la détention d'autres actifs. Alors pour l'instant, elle a vocation dans la montée en charge et par rapport aux collègues de fonds qui sont proposés là à détenir uniquement les pods Vestas, mais à terme, on peut imaginer qu'elle détienne des actifs avec des contrats commerciaux qui ont les mêmes termes que ceux de Vestas, quoi, globalement. Merci. Merci pour la réponse. Donc, cette collecte, comme on voit sur le schéma, cette tranche 2, elle sera d'un montant de 907 750 euros. Et donc, comme je viens de l'expliquer, on est dimensionné sur la taille des revenus qui sont déjà sécurisés, donc contractualisés. Et en termes de timing et de stratégie de remboursement, donc il faut savoir que ces revenus sont contractualisés sur 5 ans. Or, la maturité de la collecte proposée ici est de 3 ans. Et donc, la stratégie de remboursement anticipée, donc, ce serait de refinancer ces obligations via une nouvelle dette qui serait émise ou via une augmentation de capital. Donc, c'est un des projets pour le futur de Paragon Mobility et qui permettrait de rembourser la base d'investisseurs d'Enerfip. Oui, peut-être juste un point là-dessus, hein, Diego. J'en profite. Donc, je pense qu'un des challenges, et je pense que Jean l'a rappelé, c'est d'avoir un modèle économique fiable et solide. Et comme Jean l'a indiqué, on vient du monde de l'infrastructure, de l'énergie, dans les énergies renouvelables notamment. Et un des points clés du modèle économique de Paragon, c'est de pouvoir pérenniser son activité et de pouvoir mettre à l'échelle cette activité sur un certain nombre de pods. Et pour ça, on a un modèle économique ici qui est très solide puisqu'il est basé sur des contrats fermes à 5 ans avec des contreparties comme Vestas ou comme d'autres contreparties sérieuses et financièrement solvables qui nous permettent d'abord effectivement de lancer des financements avec le financement participatif sur la plateforme Enerfip. Et l'idée, c'est qu'à terme, ces produits-là deviennent des produits plus communs qui soient financés par des véhicules de financement plus classiques d'infrastructures, par notamment des financements bancaires, comme on peut le voir sur des financements de projets dans les énergies renouvelables, par exemple, ou d'autres, et de faire en sorte qu'on puisse améliorer régulièrement les conditions de financement de ces projets, comme on a pu le faire, par exemple, c'est assez similaire à la toiture photovoltaïque pour ceux qui connaissent aussi, faire en sorte d'avoir des portefeuilles diversifiés et qui nous permettent au fur et à mesure de mettre à l'échelle le modèle et de continuer en fait à alimenter des sociétés de gestion, enfin de détention d'actifs comme celle-ci, et de pouvoir déployer un grand nombre de pods sur le territoire français et même à l'étranger. Voilà, je pense que ça c'est important. On a effectivement cette première partie, cette première phase qui est financée par la collecte et qui sera de toute façon qui a vocation à être refinancée par des outils de financement d'infrastructure.
Sachant que juste peut-être un petit complément, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais Paragon Mobility au global, c'est une société qui aujourd'hui, à date, on a levé un peu plus de 3 500 000 euros en equity auprès d'investisseurs. Donc notre développement s'accélère, donc on continue. On a beaucoup d'appétit de la part d'investisseurs, que ce soit sur les segments que Maxime a expliqué, plutôt typés infrastructure, donc le financement des stations de recharge, mais également on a besoin sur le financement de notre développement en fait, pour continuer d'étoffer notre gamme produit et d'offrir les services que je vous décrivais. Merci beaucoup. Donc je propose que l'on enchaîne. Simplement un petit point sur les sûretés. Vous pourrez retrouver des descriptions des sûretés que nous proposons sur cette collecte sur la page projet. Et donc nous avons mis en place plusieurs sûretés, dont le nantissement des titres de l'Assetco, ainsi qu'un gage sur les pods que nous finançons. Donc pour passer dans le vif de la levée de fonds, donc cette levée de fonds qui sera d'un montant d'un peu plus de 900 000 euros, avec un taux de 8,75% sur 3 ans. Et il faut savoir donc que ces obligations sont une tranche 2, donc qui seront assimilables avec la tranche 1 qui a été réalisée il y a quelques temps. Voilà, en termes de remboursement, nous sommes donc sur un remboursement à la maturité en in fine. Concernant la fiscalité, Nawel va vous faire un petit point sur les slides suivantes. Mais d'abord, abordons le dernier thème, disons, opérationnel sur cette collecte, qui sont donc les risques encourus par les investisseurs. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, lister ces risques rapidement, du moins risqué au plus risqué. Donc, commençons par le risque de marché, donc qui est lié peut-être à une surestimation de la taille du marché des infrastructures de recharge. Bon, a priori, en l'état de la recherche actuelle et des prévisions, c'est un risque qui est minime, hein, puisque, comme expliquait Jean, le rythme de déploiement des infrastructures va devoir suivre celui des véhicules électriques. Je crois que tu peux ajouter, Diego, je me permets aussi le fait que dans le cas d'Espace, pour ce qui nous concerne, on est, entre guillemets, si je peux utiliser l'image, tiré par une demande. C'est-à-dire qu'on vient répondre. Donc, c'est pas, on n'est pas, peut-être comme d'autres opérateurs le sont, à placer des stations dans le paysage et en espérant que la demande, notamment du grand public, sera suffisante pour venir rentabiliser ces installations. Pardon. On est dans une logique tout autre chez Paragon. On est tiré par une demande claire avec un client qui vient financer l'infrastructure, je dirais, dans toutes ses dimensions, avec une prévisibilité pour nous. Donc voilà, ce risque de marché, je pense qu'il est assez bien traité, effectivement, par l'approche qu'on propose. C'est tant le marché que l'approche en réponse, en quelque sorte, et la typologie de client. Voilà, merci pour ce complément. Ensuite, nous avons d'une part le risque de production des bornes de recharge, donc le fait qu'elles soient éventuellement défaillantes ou que les clients ne soient pas satisfaits et que ça compromette le business model de Paragon. Je vous laisse compléter, Jean, mais d'après ce que vous nous avez dit, donc le modèle est déjà éprouvé, hein, avec des bornes qui tournent depuis plus de 3 ans sans aucun incident technique et une satisfaction client qui est très bonne. Mais effectivement, enfin là c'est le cas, et donc dans le cas Vestas qui est proposé ici en termes de collecte, c'est vraiment une demande du client. Ils nous font pas de cadeaux, ils nous ont testé avec d'autres d'ailleurs, qui nous avaient mis en concurrence, ils nous avaient sélectionné sur un site, hein, si on repart à l'origine de la relation avec eux, et puis ils ont testé les offres d'autres grands acteurs, très grands acteurs du monde de l'énergie qui sont aussi dans les bornes de recharge. Et puis ils ont trouvé au bout d'1 an et demi à comparer et à utiliser que l'approche Paragon était la meilleure, et de ce fait-là, ils nous ont demandé de regarder maintenant l'intégralité de leur site à électrifier en France. Et donc, ça correspond à une demande de leur part qui est de leur fournir des solutions maintenant sur plus de sites. Donc voilà, donc le risque en tout cas d'insatisfaction aujourd'hui, il n'est clairement pas là, puisque c'est l'inverse qui nous fait nous développer chez eux. Donc nous, on accorde beaucoup d'importance à garder cette satisfaction, mais c'est là où on fait une différence
avec, voilà, c'est pour ça aussi qu'on continue de se financer pour étoffer nos équipes de service notamment. C'est une dimension qui est très très importante, mais on a déjà prouvé à petite échelle qu'on était capable de la livrer, et donc bien sûr on va continuer. En termes de risque de production, donc aujourd'hui on travaille avec plusieurs partenaires qui sont capables de produire nos pods. Donc en fait on n'a pas vraiment de risque d'approvisionnement. On a éventuellement des risques de retard qui sont le plus souvent liés au retard des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, à savoir notamment le raccordement au réseau. Et encore une fois, comme on est en basse tension, on est sur des risques qui sont modérés. Peut-être qu'un projet va être retardé d'un mois ou deux. On n'est pas sur des années de retard, donc on reste dans les enveloppes. Et puis on a toute une démarche projet qui permet d'adresser ces risques assez tôt dans le process. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé, et l'histoire montre qu'on a été capable de déployer les projets vraiment dans ces horizons-là de temps. Sur les autres risques, Diego, tu voulais peut-être rapidement… Oui, parfait, merci Jean. Et donc concernant les deux derniers risques, donc qui sont plus ou moins liés, donc le risque de défaut de paiement des contreparties, notamment Vestas, qui est, étant donné la taille de la société et les liquidités qui sont disponibles minimes, et le risque de crédit refinancement, donc le fait que la ligne obligataire d'Enerfip soit refinancée, qui est lié à ce risque de contrepartie, et qui donc est également mitigé par le fait que Vestas est un très gros client, très sûr, et qui devrait permettre à Paragon de lever des fonds ultérieurement, soit en dette, soit en fonds propres. Oui, ça, peut-être un mot là-dessus. Ce qui est un peu important aussi à noter, c'est qu'on a déjà sécurisé en fait des offres, plusieurs offres en fait de financement d'actifs pour ces projets-là. On a décidé de privilégier la plateforme Enerfip, en tout cas le financement participatif, et en l'occurrence Enerfip, pour financer ces projets, pour des raisons qui sont des contraintes à la fois qui peuvent être des raisons de coût aussi, du coût du capital, mais aussi des contraintes documentaires, d'exécution qui voilà, répondaient pas forcément au défi qu'on a de mettre en place ces pods rapidement, de les déployer rapidement. Mais en tout cas, sachez que voilà, déjà on a ces possibilités-là, elles existent déjà. Donc de refinancer les lignes de financement, et l'idée c'est qu'elles s'améliorent au fil du temps, au fil bien sûr du track record, des références de Paragon Mobility et du secteur dans son ensemble, et puis aussi je pense à force de voir un secteur devenir de plus en plus mature avec ce type de produit qui sera peut-être plus fréquent qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même un risque qui est mitigé par ces éléments-là. Peut-être juste quelque chose que je voudrais dire aussi pour donner un petit peu de perspective, c'est qu'effectivement, si la question des risques, elle est intéressante parce qu'elle est au cœur de la manière dont on a dimensionné le produit et l'offre. Et je pense que de façon très légitime, si vous, en tant qu'investisseur, vous vous posez la question de ces risques, je pense intéressant de comparer notre approche à ce qui est proposé dans les approches de bandes de recharge électriques globales, concurrentes qu'on peut trouver. Et ce qu'on sait, c'est que ce qu'on offre aujourd'hui, la combinaison d'engagement long terme, de contrepartie comme de sociétés comme Vestas, plus la partie maîtrise technologique et production, fait que le package, il est quand même assez intéressant, je pense, en termes de maîtrise du risque pour rentrer dans l'investissement dans les bandes de recharge. Et je pense que je peux me tromper, mais on étudie le marché aussi, qu'il n'y a pas énormément d'alternatives aujourd'hui. En tout cas, il y a peu de sociétés qui, dans les bornes de recharge électrique, ont pris leur bâton de pèlerin comme nous pour essayer de négocier ce type de contrat et ce type d'approche. In fine, on pense qu'il y a un intérêt, du coup, pour les investisseurs. Voilà. Merci beaucoup, Jean, pour ces précisions. Il nous reste 5 minutes dans le temps imparti, justement. On va passer très rapidement sur la fiscalité afférente à ce type d'investissement et le parcours d'inscription et de souscription, puisque je pense que bon nombre d'entre vous sont déjà inscrits, voire investisseurs chez nous. Et puis après, il restera éventuellement 1 ou 2 minutes pour les éventuelles questions
qui n'auraient pas pu être posées, sachant que ceux qui doivent nous quitter maintenant, ne soyez pas inquiets, de toute façon, le replay du webinaire sera mis en ligne justement sur la page projet dans la journée ou au plus tard demain, donc vous pourrez revisualiser tout ça. Au niveau de la fiscalité, on est sur le cadre classique, donc des revenus, des intérêts qui constituent des revenus du capital, donc imposables dans, je dirais, le cadre standard au prélèvement forfaitaire unique de 30%, avec 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de prélèvements forfaitaires libératoires à l'impôt sur le revenu, avec la possibilité, si vous respectez les conditions, de demander le mécanisme de dispense et de n'être prélevé à la source que des prélèvements sociaux. Un petit focus sur la fiscalité, puisqu'on a une question de Christian qui nous arrive en temps réel, qui nous demande si le projet sera accessible au PEA-PME. Oui, il sera accessible. Donc, si l'option n'est pas encore renseignée sur la page de projet, ne vous inquiétez pas, elle le sera d'ici quelques heures, le temps qu'on finalise la documentation, mais il a été prévu que l'option soit disponible, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse. Au niveau du parcours d'inscription, vous êtes nombreux à le connaître, donc vous vous rendez sur notre site, vous complétez votre profil investisseur. Voilà, l'élément important sur lequel je vais m'attarder justement, c'est vous rappeler que vous n'êtes pas forcé d'avoir les fonds disponibles sur votre livret NRFIP pour pouvoir investir. Donc voilà, vous pouvez vous positionner sur cette levée de fonds dès son ouverture. Voilà, et puis au niveau de la documentation, comme je le disais dans certains commentaires, vous avez toute la documentation juridique afférente au projet qui est disponible sur la page, avec évidemment l'analyse financière détaillée qui est aussi téléchargeable sur la page, donc vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments. Et après, comme je le disais, au niveau du bagage, vous aurez aussi de nouveau accès au replay pour ceux qui ont dû nous quitter éventuellement en milieu de parcours. Donc voilà, et après, au niveau de la récupération du capital et des intérêts, on ne s'est pas arrêté dessus tout à l'heure parce que c'est quelque chose de plutôt classique. On est sur un versement d'intérêts annuel et un remboursement du capital in fine. Donc voilà au niveau des modalités qui sont somme toute classiques. Et je rappelle, pour la durée de cette levée de fonds, on est sur un investissement qui est affiché donc sur la page projet à 2,8 ans, donc un peu moins de 3 ans. Pourquoi? Comme le disait Diego tout à l'heure, parce que la maturité de cette tranche vient se caler sur celle de la première tranche que l'on a effectuée il y a quelques semaines. Donc vous êtes sur une durée inférieure à 3 ans, avec une option au PEA-PME qui est disponible. Après, au niveau des interlocuteurs que vous pouvez avoir au quotidien, donc vous avez le service relations investisseurs qui est disponible par mail et par téléphone. Donc avec moi-même, Maëva, Valérie et mon collègue Sylvain. Et encore une fois, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on est en contact régulier avec les équipes porteurs de projets de Paragon Mobility. Si toutefois vous aviez des questions plus poussées auxquelles on ne pourrait pas vous répondre en direct, voilà, on peut tout à fait obtenir un certain nombre d'éléments. Au niveau des questions, séances questions-réponses, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal de questions pendant l'échange. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à nous les relayer par mail ou bien à nous contacter directement aux relations investisseurs. On a perdu Jean, il me semble. Oui, je viens de voir ça à l'instant. Ouais, peut-être Maxime, un petit mot pour conclure, puisque les gens vont nous quitter d'ici quelques secondes, ou Jean qui se reconnecte. Je suis de retour, désolé, j'ai eu un petit souci technique. Pas de souci. On était justement en train de dire que voilà, toutes les questions avaient été posées par nos inscrits et que voilà, on avait pile poil respecté notre timing. Donc voilà, si jamais Jean ou Maxime, vous avez un petit mot de la fin à adresser à nos investisseurs, le moment est venu. Allez, je me lance. Merci déjà à tous pour votre écoute et puis d'avoir participé aujourd'hui avec des questions vraiment, vraiment intéressantes. Et puis voilà,
Moi, ce que je veux juste souligner, c'est que si vous décidez de participer à cette collecte, vous accompagnez un acteur qui est très ambitieux, qui a déjà prouvé beaucoup, qui est très respecté en Europe et puis qui va encore faire parler de lui. Donc en tout cas, on compte sur vos soutiens, on en a besoin. C'est pas évident de lancer une société industrielle dans ces temps en France, mais ça fait 5 ans qu'on s'y attelle et puis on a déjà des beaux succès et bien d'autres à partager ensuite, notamment avec nos investisseurs. Donc merci d'avance. Ouais, merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean. Merci Maxime. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci Jean, merci Maxime et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pendant cette heure. Et puis, on vous souhaite un bon après-midi et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.